on pilote une étude prospective internationale qui va porter sur 160 malades où on va comparer rituximab versus rituximab plus belimumab. Il nous faudra probablement 4 ans pour faire cette étude. Mais ça veut dire qu'en 15 ans, la suivante, on va complètement changer le traitement du PTI. La suivante, est-ce que c'est la seule biothérapie utilisable dans le PTI? Non. Il y a un laboratoire américain et un laboratoire anglais qui a maintenant été racheté par un laboratoire suisse, qui ont développé 2 médicaments qui sont 2 molécules différentes mais qui ont exactement le même mode d'action et qui agissent complètement différemment et qui là cherchent à favoriser la production de plaquettes par la moelle osseuse. Je vous ai dit tout à l'heure que le PTI, c'était une maladie auto-immune, c'est-à-dire que la moelle osseuse, elle fabrique les plaquettes tout à fait normalement, et une fois que les plaquettes arrivent dans le sang, elles sont détruites par ces fameux anticorps. Et bien là, les laboratoires, ils ont développé des produits qui favorisent la production de plaquettes. C'est des biothérapies, c'est pas de la chimiothérapie, c'est pas de la cortisone. La suivante, et ça marche remarquablement bien, puisque quand on regarde les études qui ont été publiées avec ces 2 médicaments, on a 65% de réponse. La suivante. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est intéressé à des patients qui étaient multiréfractaires, c'est-à-dire qui résistaient au rituximab, qui résistaient à la splénectomie, qui résistaient à ces fameux agonistes qui favorisent la stimulation de plaquettes, et on a tout associé. Et là, chez des patients multiréfractaires, on obtient des réponses. Donc tout ça pour expliquer que les biothérapies, c'est remarquablement efficace, c'est le couteau suisse. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais qu'en les associant, probablement, on peut obtenir de meilleurs résultats. La suivante. Et donc, si on récapitule, avant l'an 2000, voilà comment on traitait un PTI. On donnait de la cortisone, quand ça ne marchait pas, on retirait la rate, quand ça ne marchait pas, on donnait de la chimiothérapie. La suivante. Sont arrivés le rituximab et les agonistes, les fameuses biothérapies. Et donc, au début, on a réservé ces médicaments aux patients qui étaient en échec de splénectomie, parce que généralement, quand on teste un nouveau médicament, on réserve ce médicament aux patients qui sont en échec des traitements habituels. Mais finalement, assez rapidement, on s'est dit, la suivante, pourquoi splénectomiser les patients? Alors peut-être que ça marche. Et effectivement, maintenant, clairement, on ne splénectomise plus un patient sans lui proposer ces biothérapies. Et j'en veux pour preuve, la suivante, que quand on regarde le nombre de splénectomies qui ont été faites en France, en 2006, on faisait encore 300 splénectomies en France chaque année pour un PTI, et vous voyez qu'en 2012, on n'en faisait plus que 150. Et ça, c'est l'expérience de notre équipe, où on regarde le nombre de splénectomisés chaque année, et vous voyez que, par exemple, alors qu'on a un énorme recrutement, puisqu'on est le centre de référence national pour cette maladie, l'année dernière, par exemple, on n'a fait que 3 splénectomies. Ça veut dire qu'il faut encore splénectomiser des malades. Ça veut dire que, alors que maintenant on a à notre disposition pour traiter cette maladie 7, 8, 9 biothérapies différentes, il y a encore des malades qui résistent parce que la médecine c'est compliqué et c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc. La suivante. Ça c'est une diapositive incompréhensible, même pour les médecins, et qui vous montre qu'aujourd'hui il y a environ 10 biothérapies qui sont en cours de développement dans cette maladie et qui agissent à différents endroits. Ce qui fait que la suivante, en 2022, la suivante, c'est hyper compliqué de traiter un PTI. Moi, quand j'ai commencé, c'était, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Vous essayez la cortisone ne marche pas. J'appelle mes collègues chirurgiens dans la salle et je leur dis retirez la rate du patient. Et si ça ne marche pas, je fais de la chimiothérapie. Puis si ça ne marche pas, on accompagne les patients. Maintenant, vous avez ça, et il faut se prendre la tête, et ça va être la fin du topo tout à l'heure, vous allez voir les implications qu'ont les progrès qu'on fait en médecine aujourd'hui. La suivante. Le cancer. Alors le cancer, je ne suis pas cancérologue, mais franchement, je pense que dans les 15 ans qui viennent, on va vers vraiment une révolution thérapeutique. Alors ça, la suivante, les chercheurs, ça sert quand même. Monsieur Allison, Monsieur Honjo, un Américain, un Japonais,
Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ce qui leur a permis d'avoir le prix Nobel en 2018. Ils ont découvert les checkpoints. Alors checkpoint, ça veut dire les points de contrôle. Diapositive suivante. Quand vous avez un cancer, quand vous avez une cellule tumorale, cette cellule tumorale, je vous ai dit tout à l'heure que notre système immunitaire, il nous servait à nous défendre contre les infections, mais je vous ai également dit qu'il nous servait à nous défendre contre les cellules tumorales. Et quand une cellule tumorale est en contact avec un lymphocyte, le lymphocyte il va se développer, il va activer le système immunitaire, et dans le meilleur des cas, il va réussir à détruire la cellule tumorale. Le problème, c'est que les cellules tumorales sont très intelligentes. Et que les 2 prix Nobel de tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert ce qu'on appelle des points de contrôle, c'est-à-dire que la cellule tumorale, elle est suffisamment intelligente pour activer des points de contrôle, activateurs ou inhibiteurs, et en particulier des points de contrôle inhibiteurs qu'on appelle PD1, PD1 en anglais, PD1. Et donc la cellule tumorale, elle va activer des points de contrôle inhibiteurs qui fait que le lymphocyte il va être au repos et il va être incapable de faire ce qu'il devrait faire normalement, c'est-à-dire détruire la cellule tumorale. Et donc les 2 prix Nobel de tout à l'heure, ils ont découvert ces points de contrôle qui sont un lien entre les cellules tumorales et le système immunitaire. Et c'est là où les chercheurs ça sert, c'est qu'il y a des oncologues, des immunologistes qui ont travaillé ensemble. Le drame de la médecine, c'est de travailler en silo. Les grandes découvertes, c'est toujours des interactions entre des gens qui ont des schémas de pensée différents. Et jusqu'ici, le traitement du cancer, dans le meilleur des cas, c'est d'être à un stade précoce où on retire la tumeur chirurgicalement et le problème est réglé. Mais c'est pas toujours aussi simple, et c'est de donner globalement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la chimiothérapie, c'est-à-dire on donne des bombes atomiques, on écrase les cellules tumorales, mais dans le même temps, on écrase le reste. Il y a des gens qui se sont dit, mais il faut peut-être aborder les choses de manière différente, et plutôt que de donner de la chimiothérapie, on va essayer de renforcer le système immunitaire. Et ça fait longtemps qu'on essaye des immunothérapies dans le cancer qui globalement donnaient des résultats très décevants. Jusqu'à ce que des immunologistes se disent on va fabriquer des anticorps monoclonaux, la biothérapie, c'est le titre du topo de ce soir, et on va fabriquer des anticorps monoclonaux, des anticorps qui vont bloquer ce point de contrôle. Donc quand vous bloquez un point de contrôle inhibiteur, moins plus moins, ça fait plus. En gros, quand vous retirez le frein à main de votre voiture, vous avancez mieux que si vous laissez le frein à main en place. Et donc, on a fabriqué des anticorps monoclonaux qui modulent les points de contrôle. La première maladie dans laquelle on a testé ça, c'est le mélanome malin. La suivante. Alors voilà, le concept. Voilà une cellule tumorale. Elle met le lymphocyte au repos et elle se développe tranquillement. Là, vous injectez un anticorps monoclonal qui bloque les points de contrôle inhibiteurs. Votre lymphocyte il reprend du poil de la bête et il va être capable de détruire la cellule tumorale. Alors ce concept, il a été rapporté pour la première fois dans une maladie qu'on appelle le mélanome malin. Le mélanome malin, c'est quoi? C'est un grain de beauté qui devient cancéreux et c'est une maladie effroyable parce que quand un grain de beauté devient cancéreux et qui se développe et qui donne ce qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire qu'il va se développer localement, mais il peut entraîner des tumeurs secondaires dans le cerveau, dans le poumon, enfin dans l'organisme. Et le mélanome malin était une maladie avec un diagnostic qui était pratiquement une médiane de survie de 1 an. La suivante. Après la découverte de nos collègues de tout à l'heure, on a fabriqué un premier anticorps monoclonal dirigé contre les points de contrôle, qui était l'ipilimumab. Et là, vous voyez que par rapport à la chimiothérapie classique, vous voyez qu'au bout de 24 mois, il n'y a plus que 20% de survivants dans le groupe des patients qui étaient traités par la chimiothérapie. Et dans le groupe ipilimumab, à 24 mois, on était à 35% de réponse. Donc 35%, c'est pas énorme, mais c'était clairement une différence significative. Diapositive suivante. Voilà les résultats. En 2015, en donnant le nouvel anti-PD1 par rapport
au traitement par chimiothérapie, à 15 mois, 75% de survivants. 75%. Vous vous rendez compte, on passe de 15% à 75%. Là, on n'est plus à la différence de 15% de tout à l'heure. Donc des résultats absolument hallucinants. Diapositive suivante. Et maintenant, ça c'est 2017, aujourd'hui on est en 2023, on associe plusieurs inhibiteurs de points de contrôle. Et dans mon expérience, il y avait encore la semaine dernière hospitalisé dans le service un patient qui a un mélanome métastatique qui évolue depuis 5 ans, c'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'il est avec son mélanome, et il a été hospitalisé dans le service pour tout à fait autre chose. Il avait une infection pulmonaire banale qu'on a guérie avec 8 jours d'antibiotiques, et le malade est reparti à son domicile avec ses immunothérapies en étant, entre guillemets, en bonne santé. Donc c'est vraiment le mélanome, la première tumeur dans laquelle on a vu des résultats exceptionnels. Est-ce que c'est la seule? Eh bien non, c'est pas la seule. Maintenant, il y a le cancer du poumon, où dans le cancer du poumon, il y a vraiment une explosion thérapeutique avec ces immunothérapies. Et la suivante. Donc ça, c'est une diapositive qui date de 2018. Donc en 2018, les immunothérapies étaient utilisées dans le mélanome, dans le cancer du poumon, et on commençait à avoir des immunothérapies dans d'autres cancers. Aujourd'hui, diapositive suivante. Il y a 5000 essais thérapeutiques en cours dans le monde aujourd'hui, 5000 essais, et il y a environ 30 cancers pour lesquels il y a actuellement des protocoles en cours avec les immunothérapies. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on va guérir tous les cancers avec l'immunothérapie, mais je suis en train de vous dire que c'est vraiment, vraiment une révolution thérapeutique. Diapositive suivante. Alors est-ce qu'il y a des inconvénients? Ben oui, il y a des inconvénients parce que si vous stimulez le système immunitaire en manipulant le système immunitaire, en bloquant ses points de contrôle, ben vous activez le système immunitaire. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que quand le système immunitaire marche trop fort, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on fait une maladie auto-immune. Et les patients qui ont effectivement des immunothérapies sont exposés à des complications auto-immunes qui peuvent toucher la peau, qui peuvent toucher le système digestif, qui peuvent toucher ce qu'on appelle des hypophysites, qui est une glande qui est dans le cerveau, et qui donnent surtout des complications graves qui sont les myocardites. Mais on a appris à gérer ces complications, on a appris à les détecter, et maintenant on sait les gérer, et ça peut être la cause, une indication à donner des corticoïdes. Et là, les chercheurs, ça sert à quelque chose, c'est que par exemple dans les myocardites, on peut être amené à donner une biothérapie pour lutter contre les effets secondaires des 2 autres biothérapies. N'empêche qu'avec ça, on arrive à gérer la situation, et encore une fois, c'est quand même une avancée majeure. La suivante. Alors là, je vais vous parler de science-fiction. Ça, c'est de la science-fiction. Les carticelles. Les carticelles, qu'est-ce que c'est? Voilà un malade qui a une maladie hématologique grave, un lymphome, en échec de toutes les lignes de chimiothérapie. Donc, on est dans l'impasse. Qu'est-ce qu'on fait? On lui prélève ses globules blancs, on lui prélève ses lymphocytes T. On prélève ça à Henri Mondor. On envoie les lymphocytes T aux États-Unis. Aux États-Unis, un laboratoire va isoler les lymphocytes T et va les manipuler avec des manipulations génétiques pour injecter dans les lymphocytes T un anticorps qui va reconnaître un antigène qui est exprimé par la tumeur. Une fois qu'ils ont fait la manipulation génétique, ils vont faire des cultures, cultiver cette cellule pour en avoir suffisamment. Ensuite, le patient, lui, pour l'instant, lui, il reste en France, il attend que le produit revienne des États-Unis. Une fois que le produit est revenu des États-Unis, on lui donne de la chimiothérapie pour mettre son système immunitaire à plat et on lui réinjecte ces lymphocytes T qui, eux, vont reconnaître la tumeur qui est toujours là, mais vont reconnaître spécifiquement la tumeur en le détruisant grâce à ce carticelle. Avec ça, on obtient dans des leucémies aiguës en échec, dans des lymphomes en échec, dans des myélomes en échec, qui sont 3 cancers du sang gravissimes, des résultats exceptionnels. Exceptionnels. Donc ça, c'est une révolution thérapeutique qui va peut-être maintenant être utilisée pour traiter les maladies auto-immunes les plus graves. Alors, 2 mois. 2 mois.
Et puis après, techniquement, c'est complexe. Et quand vous injectez des carticelles, ça donne quand même des complications, de la fièvre, des complications neurologiques. Mais globalement, ça se passe pas si mal que ça. Mais ça nécessite d'avoir un service de réanimation à côté. On n'est pas du tout dans la biothérapie d'une polyarthrite rhumatoïde. La suivante. Alors les autres applications en médecine, la suivante, eh ben, maintenant elles sont nombreuses. Dans l'asthme grave, on dispose de biothérapies qui vont avoir une action vraiment ciblée sur les polynucléaires et eosinophiles, des globules blancs qui sont fortement impliqués dans le mécanisme de l'asthme. On a des biothérapies dans l'eczéma. Il y a même maintenant une biothérapie dans la migraine. Je ne passe pas toute la liste en revue. Et il y a même maintenant une biothérapie pour traiter le cholestérol. Et je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui prennent des statines. Les statines, parfois, ça donne mal dans les muscles, c'est pas toujours bien toléré. Et il y a maintenant une biothérapie, un anticorps monoclonal, qu'on injecte 2 fois par mois et qui permet de traiter l'hypercholestérolémie et qui, pour l'instant, en raison de son prix, est réservé à des patients qui résistent aux statines. Donc ça envahit le champ de la médecine. Alors je dis pas qu'on va traiter l'hypertension artérielle demain avec une biothérapie, quoique l'avenir le dira. La suivante. Alors maintenant, on va parler des prospectives. La suivante, combien ça coûte? Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je donne un exemple. Il y a une maladie qui s'appelle l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Je ne vais pas vous faire un cours d'hématologie. C'est une maladie dans laquelle on a une biothérapie qui marche remarquablement bien et qui coûte 500 000 € par an. 500 000 € par an. Et donc il y a un patient qui est suivi dans notre équipe, qui vient en hôpital de jour pour avoir sa perfusion tous les 2 mois. Et ce patient, à lui tout seul, dépensait autant que les 1499 patients diabétiques suivis en hôpital de jour dans le service en 1 an. À lui tout seul. Voilà, 500 000 €. Et l'indication, c'est que ce patient, il avait une anémie, c'est-à-dire il manquait de globules rouges, il était fatigué, il n'était pas mort, hein. Il était fatigué, il avait 7 grammes de globules rouges. Quand vous avez 7 grammes de globules rouges, normalement, il faut avoir 12 grammes chez la femme, 13 grammes chez l'homme. À 7 grammes de globules rouges, vous n'êtes pas en forme, hein. Vous ne travaillez pas, vous ne courez pas le marathon et globalement, vous vivez au ralenti. Le malade, transfiguré, 500 000 € par an. Diapositive suivante. Alors, un carticelle, c'est 300 000 €. Une immunothérapie dans le cancer, c'est 50 000 €. Une biothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est 10 000 € par an. 10 000 € par an, c'est rien. Quand vous avez un rhumatisme inflammatoire, que vous ne pouvez plus travailler, que vous allez avoir des déformations, que vous allez être en arrêt de travail, que votre qualité de vie va être exécrable, globalement, c'est de l'argent collectivement bien investi. Mais reprenons le PTI maintenant. Question. Le coût, c'est le coût du traitement de la molécule, mais c'est le coût de l'hospitalisation aussi. C'est tout compris, là. L'hospitalisation, on vous fait un cadeau, là. En sachant qu'une hospitalisation, je rappelle quand même qu'une journée d'hospitalisation, c'est 1 700 €. Hein. Une journée de réanimation, c'est 3 500 €. Une journée d'hôpital de jour, ça dépend de la classification. Un hôpital de jour où on va vous faire pas grand-chose, ça sera 700 €. Un hôpital de jour un peu plus cher, c'est 3 000 €. Les gens n'ont aucune idée de combien ça coûte. Hein. Avec votre carte vitale, là, vous allez à la pharmacie, vous repartez avec des médicaments, vous ne savez pas combien ça coûte. Les médecins ne savent pas le prix des médicaments qu'ils prescrivent, hein. Ce qui est un tort. La suivante. Alors prenons le PTI. Vous êtes spécialiste du PTI maintenant, donc vous savez que si le patient a échoué aux corticoïdes, on va proposer au patient une splénectomie. Alors une splénectomie, le tarif c'est 5 000 €. C'est-à-dire que si demain vous êtes hospitalisé à Mondor, Mondor va toucher 5 000 €. Si ça se passe bien, Mondor touchera 5 000 €. Si ça se passe mal, Mondor touchera 5 000 €. Donc ça veut dire que si vous restez 2 jours, ça va être bénéfique pour l'hôpital, mais si vous faites une complication, que vous restez 3 semaines, là c'est moins bien. C'est ce qu'on appelle les JHS. Quand vous venez à l'hôpital, c'est un remboursé en fonction de pourquoi vous êtes hospitalisé. Donc une splénectomie, c'est 5 000 €, et puis une fois que vous avez été splénectomisé, globalement, dans 70% des cas, vous êtes guéri. On va vous donner un peu d'antibiotiques pendant quelques temps, on va vous faire un rappel vaccinal tous les 5 ans, et tout va aller bien. 5 000 €. Arrivent les biothérapies. Les agonistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, les agonistes du récepteur de la TPO, c'est entre 30 et 60 000 € par an. Et c'est suspensif. C'est-à-dire que quand on arrête, la grande majorité des patients rechutent. Donc moi, j'ai des patients qui sont sous Nplate depuis 10 ans.
Donc 60 000 € par an pendant 10 ans, ça fait 600 000. Donc là, il y a une question. Est-ce qu'on dépense 600 000 € à un patient qui va super bien, il a son injection sous-cutanée le dimanche, hein, en se levant, hop, il fait son infection et tout va bien, ou est-ce qu'on le splénectomise? Quand vous demandez à un patient, est-ce que vous préférez prendre un médicament par la bouche ou aller voir un chirurgien pour vous faire retirer la rate, je peux vous dire que 95% des malades, ils préfèrent prendre un médicament. Quand vous demandez à un diabétique s'il préfère avoir des médicaments par la bouche ou de l'insuline, 90% des patients vont vous dire qu'ils préfèrent avoir les médicaments par la bouche. Donc ça, c'est une vraie question. Donc là, il y a un enjeu médico-économique qui est majeur et je ne vois pas comment les choses vont aller en s'arrangeant. Les choses ne peuvent pas aller en s'arrangeant. C'est-à-dire que ça s'appelle du progrès thérapeutique et pour un homme politique, c'est très compliqué parce qu'un homme politique, il a une communauté qui lui veut le maximum de sécurité avec le même maximum d'efficacité et dans le même temps, il a une collectivité qui trouve qu'on paye trop d'impôts, qu'il y a des trous sur les trottoirs et que globalement, le gaz est trop cher. Donc il y a un moment, et c'est des enjeux majeurs qui sont très compliqués, mais qui sont un élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion, la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut faire des biosimilaires. Et par exemple, le fameux rituximab dont je vous ai parlé tout à l'heure, le biosimilaire, le rituximab, quand c'est arrivé, ça coûtait 10 000 € la perfusion. Au bout de 10 ans, le biosimilaire, le rituximab, passe dans le domaine public. C'est-à-dire qu'un laboratoire qui fait une innovation thérapeutique, pendant 10 ans, il est protégé. Donc pendant 10 ans, c'est le jackpot. Mais au bout de 10 ans, les autres laboratoires ont le droit de fabriquer la même chose. Alors, il y a les génériques pour les médicaments qui relèvent de la chimie. Par exemple, il y a des génériques de statines. Hein. Pfizer, ils ont fait fortune avec le Viagra et avec les statines. Maintenant, il y a des génériques de statines. Le problème, c'est que les biothérapies, on ne peut pas faire de générique parce que ce n'est pas un produit chimique, ce n'est pas une formule chimique. Donc, on fait ce qu'on appelle des biosimilaires. Et par exemple, le rituximab qui coûtait 10 000 €, maintenant, on a des biosimilaires du rituximab. Et avec notre équipe, on a fait un essai où on a montré que le biosimilaire marchait aussi bien que le rituximab. Donc on a prouvé qu'on fait des économies majeures sans perte d'efficacité pour les patients. Et par exemple, pour l'hôpital Henri Mondor, si on prend des biosimilaires du rituximab avec les lymphomes et les polyarthrites que nous traitons, c'est 3 millions d'économies par an. Donc 3 millions d'économies, une infirmière, ça coûte 50 000 € par an. Donc vous voyez qu'avec 3 millions d'euros d'économie en donnant du biosimilaire du rituximab plutôt que de donner du rituximab, on peut engager beaucoup d'infirmières. Le problème, c'est que plus personne ne veut être infirmière aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre question, c'est un autre débat. Éventuellement, vous pourrez me réinviter pour discuter de ça, mais c'est une autre question. Mais voilà, donc il y a des moyens. Et ça, c'est le problème des hommes politiques et le problème des médecins qui mentent comme des arracheurs de dents. C'est-à-dire que quand on arrive avec une biothérapie qui coûte très cher, on dit aux hommes politiques, oui, mais regardez, moi je vais donner une biothérapie à un mélanome, regardez, je vais guérir le mélanome, on va sauver des vies, le patient pourra travailler pour être productif. Alors l'homme politique, il signe le chèque, et puis 6 mois après, les médecins arrivent, oui, mais en fait, des biothérapies, on ne veut pas en donner une, on veut en donner 2 à la fois. Alors il re-signe le chèque et une fois qu'on en a donné 2, ça s'appelle le progrès thérapeutique. Oui, mais vous comprenez, si j'en donne 2, mais qu'en plus j'associe ça avec autre chose, je vais être encore plus efficace. Donc c'est sans fin, mais ça s'appelle le progrès thérapeutique. La suivante, c'est que vous avez vu comme c'est compliqué. Enfin, je pense que je vous ai parlé chinois la plupart du temps. Vous savez que c'est quand même complexe. Et qu'on arrive dans la précédente, s'il vous plaît. Les biothérapies, c'est une réflexion générale sur l'organisation des soins. C'est un élément de réflexion sur l'organisation des soins. Étant vieux, étant à la fin de ma carrière médicale, j'ai vécu une évolution des soins qui est hallucinante. C'est hallucinant, c'est-à-dire que le progrès thérapeutique, il n'est pas linéaire, il est exponentiel. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution de la médecine, sur les 30 dernières années, c'est impressionnant, les progrès de la médecine. Les malades que nous avons aujourd'hui hospitalisés dans des lits d'hôpital n'ont plus rien à voir avec les malades que j'ai vus moi quand j'ai commencé ma médecine et que j'étais interne. Maintenant, nous avons des patients, c'est-à-dire nous, un certain âge,
avec 3, 4 pathologies, qu'on guérit de 2 cancers, qu'on guérit d'un infarctus, qu'on du diabète, qu'on une insuffisance rénale et qui sont encore, entre guillemets, en bonne santé. C'est ça les malades d'aujourd'hui. Et donc, ça devient de plus en plus complexe. Et ce qui est frappant, c'est quand on fait la visite avec des étudiants. Moi, quand j'ai commencé au début et que je faisais la visite avec les étudiants, dans un lit, il y avait des patients, ils avaient une maladie. Donc quand vous avez un étudiant avec une maladie, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, les malades, ils ont 5 maladies. Il y a un chirurgien cardiaque dans cette pièce. Je pense que notre collègue chirurgien cardiaque peut vous dire que les malades qu'il opère aujourd'hui, ils n'ont rien à voir avec les malades qu'ils opéraient il y a 30 ans. Et maintenant, ben voilà, tout ça a un coût et tout ça est complexe. Et tout ça est complexe, ça veut dire qu'il faut de la technicité et qu'il faut la gradation des soins. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas tout faire. Et que quand vous voyez les carticelles de tout à l'heure, c'est de la science-fiction. Donc pour faire des carticelles, il faut avoir un environnement humain, technologique, qui a un niveau qui est invraisemblable à atteindre. Et donc il faut qu'on arrive, dans l'organisation des soins, à avoir cette gradation des soins. Or, le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus individualiste qu'un médecin. Il n'y a rien de plus individualiste qu'un chirurgien. On est fait comme ça, c'est-à-dire que quand on fait médecine, la médecine, c'est quand même une interaction entre un médecin et un patient. C'est ça la médecine. Enfin, moi, c'est ce que je défends. Or, maintenant, il faut garder cette interaction, parce que si on perd cette interaction, on perd la médecine. Mais derrière, il faut aussi avoir toute la technologie. C'est pas moi qui vais faire des carticelles demain matin. C'est pas moi qui vais gérer. Je suis incapable de gérer un patient qui reçoit des carticelles. Il y a des réanimateurs pour ça. Mais si les réanimateurs, ils sont pas en contact avec moi et avec l'équipe qui prescrit les carticelles, ça merdouille. Et ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'alors qu'on est dans un système qui a une technologie de folie et qui nécessite un environnement technologique de folie, on n'a jamais eu autant de mal à communiquer. Plus il y a de procédures, plus on tue les procédures. Plus il y a de moyens de communication, moins on communique. Et donc, cette gradation des soins, elle est très importante. Alors, quand même, pour terminer sur une note optimiste, on est dans un pays qui s'appelle la France, où les Français sont des râleurs invétérés, ne sont jamais contents, alors qu'on est dans un système qui, certes, dysfonctionne, mais je peux vous dire, dysfonctionne beaucoup moins que dans d'autres pays. Et en France, le ministère de la Santé, en 2005, c'était la droite, ça a été renforcé par la gauche, donc là, il n'y a pas de position politique. Ils ont mis en place des centres de référence. Diapositive suivante. Et voilà l'organisation du centre de référence des cytopénies auto-immunes qu'on pilote depuis 2005 et qui donc a fait tous ces essais thérapeutiques sur les biothérapies. Donc il y a un centre coordinateur, c'est nous. Il y a 4 centres de référence des sites constitutifs à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Dijon. Et il y a 27 centres de compétences. Et ça veut dire que quand vous avez un PTI grave et que vous êtes en impasse thérapeutique, quel que soit l'endroit où vous habitez en France, vous allez pouvoir aller dans un centre de compétences et vous allez être suivi par un spécialiste qui lui-même est en contact avec tout le réseau. Et c'est comme ça qu'on fait de la recherche collaborative et c'est comme ça qu'on permet d'avoir, j'allais dire, une égalité des chances, c'est-à-dire de permettre à tout patient, dans quelque endroit où il habite, d'avoir accès à un réseau de référence. Et pour les maladies auto-immunes, moi, les Français râlent, mais on a une chance inouïe d'avoir cette organisation. Et cette organisation, elle a été permise par le ministère de la Santé. Ce n'est pas les docteurs qui se sont réunis, c'est le ministère de la Santé qui a mis des billes en 2005. Et en 2023, on vient d'avoir le résultat de la nouvelle campagne de labellisation. Ça continue. Et aujourd'hui, il y a 350 centres de référence pour des maladies rares dont je ne connais même pas le nom. Et par exemple, il y a une maladie qui s'appelle l'atrésie de l'œsophage. L'atrésie de l'œsophage, c'est une maladie génétique qu'on voit chez les enfants. C'est quelques dizaines de cas par an. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant qui naît à Auch et qui a une atrésie de l'œsophage, eh bien, le médecin à Auch va pouvoir avoir accès à un centre de référence où son patient sera suivi par des spécialistes et pourra bénéficier des dernières innovations thérapeutiques. Et ça, c'est la gradation des soins. Moi, c'est ce qui me motive aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec le CHU Henri Mondor sur le territoire, parce qu'aujourd'hui, vous habitez à Saint-Maur. À Saint-Maur, vous avez Henri Mondor, vous avez l'intercommunal de Créteil, vous avez l'hôpital de Brie-sur-Marne. À l'hôpital de Brie-sur-Marne, il y a des très bons docteurs. À l'hôpital de Brie-sur-Marne, on ne fait pas des carticelles.
C'est-à-dire que l'hôpital de Brie-sur-Marne, il est absolument indispensable, mais il faut qu'il y ait cette gradation des soins. Aujourd'hui, on est à Saint-Maur. Vous allez à Provins. Provins, c'est pas loin. À Provins, c'est un désert médical. Il n'y a plus personne. L'hôpital de Provins, donc il y a des médecins valeureux, c'est en train de s'organiser, mais l'inégalité des soins, elle est là. Et donc, il faut la gradation des soins. Donc, il faut que le médecin qui est à l'hôpital de Provins et qui a face à lui un patient avec un myélome qui a peut-être besoin de Carticel, soit dans le réseau pour pouvoir adresser le bon malade au bon endroit, au bon moment. Et encore faut-il qu'après, le centre de référence communique avec l'hôpital de Provins, parce que le malade qui habite à Provins, il va venir à Henri Mondor pour avoir ses Carticel, mais il ne va pas faire Mondor-Provins tous les jours pour la suite. Donc la suite, il faudra qu'il soit suivi à Provins par un médecin qui est en liaison. Il faut de la liaison. Et ça, c'est très compliqué à organiser. Voilà, donc je termine en remerciant la suivante. Les associations de malades. Les associations de malades, c'est très important. Et ça aussi, moi, je suis un vieux médecin. Quand les associations de malades ont commencé à arriver, on les a regardés d'un œil torve en se disant qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder, on est tranquille chez nous. Les associations de malades, c'est une avancée majeure dans la prise en charge des malades et dans la construction des protocoles. Et puis je remercie toute mon équipe. Voilà. J'espère que j'ai pas parlé chinois ce soir et que je vous ai un peu ouvert la vision sur la médecine. Tout ne va pas mal en France. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, c'était quand même assez ardu. Si les selles d'or existent toujours. Les selles d'or existent toujours. On donne toujours des selles d'or, mais vraiment pratiquement plus. Pratiquement plus. Alors après, c'est une très bonne question, parce que les selles d'or, c'est un médicament qu'on donnait dans la polyarthrite rhumatoïde, qui avait une certaine efficacité, qui n'a clairement rien à voir avec ce qu'on donne maintenant. Mais il y a des patients, si vous avez un patient qui a des selles d'or qui sont bien supportées, qui va bien, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle molécule à 40 000 € qu'il faut forcément utiliser la molécule à 40 000 € si le malade va bien avec ses selles d'or. Vous avez parlé de nombreux anticorps monoclonaux. Quelle différence y a-t-il entre chaque ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui est très compliquée. Les anticorps monoclonaux, ils peuvent être humanisés, c'est-à-dire que les premiers anticorps monoclonaux, c'était des anticorps monoclonaux qui étaient uniquement des anticorps monoclonaux fabriqués à partir de souris, c'est-à-dire qu'on fabriquait des anticorps. Maintenant, le problème des anticorps monoclonaux qui sont fabriqués à partir de souris, c'est que quand on est un homme, on n'est pas une souris, et on peut s'immuniser face à ces anticorps monoclonaux. Donc on peut s'immuniser, c'est-à-dire que l'anticorps monoclonaux peut perdre de son efficacité avec le temps, c'est-à-dire que notre système immunitaire peut fabriquer des anticorps contre les anticorps monoclonaux. Et on peut également faire ce qu'on appelle une maladie sérique, c'est-à-dire que quand on injecte l'anticorps monoclonal, dans les 10 jours qui suivent, le patient va développer de la fièvre, une éruption cutanée, des manifestations inflammatoires articulaires. Donc on peut faire des réactions entre guillemets allergiques parce que c'est un anticorps monoclonal qui est à base de souris. Maintenant, la plupart des anticorps monoclonaux qu'on fabrique sont des anticorps dits humanisés, c'est-à-dire qu'on utilise la cible, l'anticorps lui-même est d'origine humaine. Après, les anticorps monoclonaux, quand on regarde la polyarthrite rhumatoïde, en comprenant mieux le mécanisme d'une maladie, on peut fabriquer des anticorps monoclonaux contre différentes cibles. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans le PTI, c'est-à-dire que le PTI, le purpura thrombopénique, on peut jouer sur les cellules qui détruisent les plaquettes, c'est-à-dire les macrophages. On peut jouer sur la production de plaquettes par la moelle osseuse. On peut jouer sur la coopération entre les différents lymphocytes. Et donc tout ça, on peut fabriquer des anticorps. C'est infini. À partir du moment où on a compris le mécanisme d'une maladie, on est capable de fabriquer des anticorps monoclonaux avec une action ciblée. Bonsoir, monsieur. J'avais 2 questions. La première, sur les Carticel. Vous avez parlé d'un déplacement aux États-Unis du sang du patient. Est-ce qu'il y a une perspective à plus ou moins long terme que ça puisse être fait en France ? C'est une excellente question. Alors, aux États-Unis, c'est au départ. Maintenant, il y a des centres qui se font en Allemagne et en
en Pays-Bas. C'est clair que l'objectif, c'est d'arriver à fabriquer ça en France, et objectivement, techniquement, c'est faisable. Donc moi, je pense qu'on va y arriver. Et c'est une question qui est importante parce que ça pose aussi la question de, j'allais dire, l'indépendance. Là, on n'est pas dans l'indépendance énergétique, on est dans l'indépendance scientifique. En France, on est bon. Malgré les contraintes administratives, on est bon. Mais c'est sûr que la puissance économique des laboratoires, elle est importante. Et par exemple, dans le domaine dans lequel je travaille, le PTI, franchement, c'est pas, je suis pas là pour, c'est pas la forfanterie. Je pense que notre équipe, on est vraiment parmi les équipes leaders. Mais quand un laboratoire veut développer un médicament, eh ben, il vient pas en France. Il vient pas en France parce qu'il y a de telles lourdeurs administratives, il y a de telles contraintes que finalement, ils viennent pas chez nous parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre entre 6 mois, 1 an, 18 mois de contraintes administratives avec quelqu'un qui va refuser le protocole parce qu'il manque une virgule à la ligne 4 de la page 27, de la ligne A3, de l'annexe 12. Et ça, c'est usant au quotidien. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Ils ont la puissance, ils ont le pognon, quoi. Ils ont le pognon et l'efficacité américaine. Mais ils sont incapables. Ce que je vous ai montré, ce qu'on est capable de faire en enregistrant de la coopération, le réseau qu'on a mis en place, quand on leur montre ce qu'on leur présente, ils sont scotchés. Par exemple, nous, le centre de référence des cytopénies auto-immunes, on a fait un registre prospectif. Aujourd'hui, on a un registre prospectif. Nous avons 1500 malades avec des PTI nouvellement diagnostiqués, avec une base de données qu'on enrichit tous les 6 mois. Quand on arrive dans les congrès, qu'on leur présente ça, ils sont incapables de faire ça. Par contre, eux, ils ont le laboratoire Amgen. Et le laboratoire Amgen, quand ils ont besoin de faire de la recherche, ils sont capables de mettre des sommes. Là, on ne peut pas lutter. Et il y a un autre pays qui est très impressionnant, c'est la Chine. La Chine, c'est impressionnant. Enfin, quand vous allez dans des congrès internationaux, moi je me souviens, il y a 15 ans, les Chinois, d'abord, ils ne parlaient pas anglais. Il y a 10 ans, ils commençaient à parler anglais, personne ne comprenait rien. Maintenant, ils parlent un anglais parfait, ils ont le costume cravate, et à la fin de la slide, vous avez, à la fin de la diapositive de présentation, vous avez le laboratoire chinois avec 30 personnes en randonnion, avec des locaux ultra modernes. Ça va être compliqué, hein. Alors j'avais une seconde question un peu plus subsidiaire. Vous avez parlé tout à l'heure, dans le cadre du PTI, justement, en 2020, vous nous avez montré une diapositive avec une réponse à 80% par rapport à 2015. Et comme vous ne nous en avez pas parlé, je voulais savoir si en 2021, votre réponse, elle était toujours de 80%. C'est une très bonne question. On n'est pas vraiment à 80%, il y en a quand même qui rechutent. Voilà. C'est une très bonne question. Non, mais je pense que, voilà, est-ce qu'on va guérir le PTI en mettant une association rituximab, belimumab, comme le croit Mathieu Maevas, qui est un gars génial dans mon équipe? Je suis plus circonspect. Je pense qu'on sera plus que 30 ou 40%, mais on ne sera pas à 80%. Et vous avez vu que dans le titre, j'avais un peu changé le titre en mettant thérapie ciblée ou médecine personnalisée. Je pense que maintenant, un des enjeux qui est le nôtre, c'est d'arriver à définir finalement, quand on va avoir 7, 8, 9 biothérapies, quelle est la bonne biothérapie pour le bon malade. Et ça viendra de la compréhension des maladies et de la recherche. Et c'est très frappant de voir. C'est pour ça que moi, je reste optimiste malgré le marasme ambiant. Dans ma discipline, quand je vois le niveau scientifique des jeunes que j'ai formés et qui arrivent maintenant, mais ils ont un niveau scientifique qui est 10 fois supérieur au mien. C'est-à-dire que maintenant, dans ma discipline, ils ont tous des thèses de sciences, et c'est en faisant ça qu'on va... Il ne faut pas que ça, en médecine, il faut aussi... Mais je pense que la compréhension du mécanisme des maladies, c'est comme ça qu'on va progresser. Et le progrès, il est... Enfin, je sais pas, j'espère vous avoir convaincu. Hein. Enfin, quand on voit le mélanome, c'est impressionnant, quoi. Si je peux me permettre, je reviens sur l'aspect économique. Moi, ce que je comprends d'un laboratoire, il va investir à partir du moment où il va faire des bénéfices. Il ne va pas faire ça pour l'humanité, quoi. Donc, il va développer des médicaments où il y aura beaucoup de gens qui vont pouvoir l'acheter et des gens riches. En résumé, c'est un peu ça, quoi. Et donc, quelle est la solution technique? Parce que ce que je comprends aussi, c'est que les laboratoires, c'est bien joli, ils peuvent fonctionner, les laboratoires privés, mais c'est bien parce qu'il y a des chercheurs dans le public qui sont en contact des malades et qui analysent les situations et qui apportent, je dirais, les orientations et les solutions. Donc, il y a un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a comme un contrat de dupe, là.
C'est des remarques totalement justifiées. Alors concernant le laboratoire qui va investir, c'est clair qu'un laboratoire, on peut penser qu'il a plus d'intérêt à fabriquer une molécule contre le cholestérol que fabriquer un carticelle pour des maladies qui sont graves, mais qui heureusement sont rares. Sauf que il y a une législation et que par exemple, quand un laboratoire développe un médicament pour une maladie rare, déjà il a des contraintes qui sont moins fortes en termes d'essais thérapeutiques. C'est-à-dire que si vous voulez commercialiser un nouveau médicament contre l'hypertension artérielle, il va falloir que vous fassiez un essai thérapeutique avec 5000 malades dans chaque bras. Si vous voulez faire un essai thérapeutique dans une maladie rare, vous pourrez faire un essai de concept sur 30 malades. Et vous pourrez obtenir une autorisation de mise sur le marché. D'autre part, vous allez avoir des prix de médicaments qui ne seront pas du tout les mêmes. Si demain matin, un laboratoire développe une statine, il va être obligé de s'aligner sur le prix du statine. Si un laboratoire développe un carticelle, il va gagner des sommes. Donc finalement, les laboratoires sont quand même intéressés à développer des médicaments dans des maladies rares parce que la législation fait en sorte que. Ensuite, c'est sûr que les malades, c'est nous qui les voyons et que la recherche, les prix Nobel que vous avez vus, ils ne travaillent pas dans l'industrie pharmaceutique. C'est clair. Après, tout se monnaie, et c'est une question d'organisation, c'est-à-dire que quand les laboratoires font des essais thérapeutiques, ils vont dans des hôpitaux et ils payent. Ils payent. Ils payent et ils payent très cher. Après, ça c'est une autre question, et là je parle pour les médecins hospitaliers qui sont dans la salle, qui est les entrepôts de données de santé. Les entrepôts de données de santé, c'est un truc fabuleux. Par exemple, à l'assistance publique, quand vous venez à l'assistance publique, vous êtes un dossier médical, vous avez un logiciel qui s'appelle Orbis, et aujourd'hui, l'assistance publique a des millions de données sur des patients qui sont dans des ordinateurs et qui peuvent être utilisés de manière totalement anonyme. C'est-à-dire que si vous allez à l'assistance publique, vous êtes Monsieur X, on peut utiliser vos données, il ne va pas y avoir le nom de Monsieur X, on ne saura pas qui c'est. Mais ça, c'est une source de recherche absolument fantastique. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Par exemple, nous, on a fait une étude pour savoir si dans le PTI, les immunoglobulines, on peut faire des perfusions d'immunoglobulines. Une perfusion, ça coûte 8 000 €. Donc, avec le centre de référence, on a émis des recommandations en disant, quand vous prescrivez des immunoglobulines à un PTI, il faut qu'il y ait certains critères, sinon vous êtes en dehors de la norme et vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Et donc, on a pris l'entrepôt de données de santé, on a retrouvé les données de 700 malades qui ont reçu des immunoglobulines. Alors, on n'en est pas encore là, mais on va y arriver, je pense, dans les 2-3 ans qui viennent. Avec l'intelligence artificielle, vous mettez les 700 malades dans Orbis et l'ordinateur, il vous sortira au bout de 12 heures. On peut vous dire que tel malade, il avait tel score hémorragique, celui-là, il n'aurait pas dû recevoir, celui-là, il aurait dû le recevoir. Un truc qui aurait demandé 2 ans de travail à aller aux archives, retrouver les dossiers, ou bien sûr, il manquera la feuille que vous attendiez. Donc, ces entrepôts de données, ils vont révolutionner la santé. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que nos directions le savent, et nos directions vont monnayer les entrepôts de données de santé avec les industries pharmaceutiques. Et là, je pense que nous, médecins, on risque d'être, entre guillemets, on va devenir des producteurs de soins. Alors, je suis un peu jusqu'au boutiste quand je dis ça, mais je dis à mes collègues, faites attention, vous êtes propriétaire, il y a la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que si demain, c'est un laboratoire pharmaceutique qui va dealer avec une direction hospitalière pour acheter des données sans que les médecins soient mis dans la balance, je pense que ça peut être très complexe. Ça, c'est un enjeu qui se porte à nous. Mais l'intelligence artificielle en médecine, ça pourrait être un topo pour une soirée de l'année prochaine, mais c'est un truc de fou, hein. Je veux dire, l'imagerie médicale, l'anatomopathologie, la lecture des lames, l'imagerie médicale, l'endoscopie. Vous allez vous faire une fibroscopie, vous allez faire une coloscopie. Aujourd'hui, c'est un gastro-entérologue qui fait la fibroscopie. Au Japon, ils ont fait des études. Vous prenez un technicien qui n'est pas gastro-entérologue, il met un endoscope dans votre estomac et c'est un ordinateur qui guide le technicien. L'ordinateur, il y a une caméra, il dit c'est là qu'il faut biopsier, c'est là qu'il faut biopsier. Ils ont comparé la performance d'un gastro-entérologue qui fait une endoscopie par rapport à un technicien lambda qui descend le tube et un ordinateur, l'ordinateur est plus fort. Dans la radiologie, dans la lecture des scanners, aujourd'hui on a des radiologues,
Mais c'est évident que dans 5 ans, vous irez au coin, on vous fera un scanner et vous aurez l'intelligence artificielle qui vous dira, là, sur le rein, il y a une image qui n'est pas normale. Il y a des études qui sont en cours, pour l'instant, ça ne marche pas, mais je suis certain que dans 5 ans, ça marchera, quand on voit les progrès de l'informatique. Donc la médecine, ça va changer. Donc les biothérapies ont changé la médecine, elles ont révolutionné la médecine. Non, votre exposé reposait en gros sur la manipulation, si j'ose dire, du système immunitaire. Et l'autre aspect qui peut se greffer dessus, c'est l'aspect génétique aussi. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est effectivement la thérapie génique. La thérapie génique, ça commence. Donc à Mondor, on va faire de la thérapie génique dans une maladie du globule rouge qu'on appelle la drépanocytose. C'est une maladie génétique. C'est une maladie génétique dans laquelle les enfants naissent avec une anomalie génétique sur un gène qui fabrique les globules rouges, qui fabrique l'hémoglobine. Et dans la drépanocytose, il y a donc une seule mutation, un seul acide aminé qui est changé et qui entraîne une catastrophe, c'est-à-dire une maladie grave avec des douleurs, une mise en jeu du pronostic vital. Et donc aujourd'hui, il y a des labos qui ont mis en place des manipulations génétiques où on change le gène, c'est-à-dire qu'on injecte dans les cellules un gène qui modifie ça avec un proto-oncogène, c'est-à-dire qui est couplé à un virus mais qui n'a pas qui n'entraîne pas de maladie virale, et on peut faire de la thérapie génique. Et donc ça a déjà été fait dans la thalassémie, il y a déjà une 30aine de patients qui ont été traités, et on va commencer ça dans la drépanocytose. 1 million d'euros pour traiter un malade. Mais quand ça va marcher... Dans le traitement des CAR T-cells, pour modifier, est-ce qu'ils se servent de l'aspect Oui, génique? ils se servent de vecteurs. Mais pourquoi ce sont que les Antillais qui ont ça? Pourquoi ce sont les Antillais, spécialement les Antillais. Alors la maladie, alors ça c'est très compliqué. C'était pas le sujet de ce soir, mais je sais un peu. C'est des patients qui sont d'origine afro-caribéenne, c'est-à-dire essentiellement les Noirs, mais il y a aussi des drépanocytoses, en particulier en Arabie Saoudite. L'hypothèse, c'est qu'en fait, la drépanocytose, le gène qui code pour l'hémoglobine, cette mutation, elle donne une protection vis-à-vis du paludisme. C'est-à-dire que les patients qui ont la mutation de la drépanocytose sont moins exposés à des accès palustres, à des paludismes graves, que les patients qui n'ont pas cette mutation. Et donc, on pense que le berceau de l'apparition de la drépanocytose, c'est en Afrique centrale, où, de manière ancestrale, il y a des centaines de milliers d'années, il y a un patient qui a dû faire cette mutation, parce que tous, là en ce moment, on peut avoir des mutations dans notre système immunitaire, mais avec lesquelles on vit en bonne intelligence. Et il y a probablement un patient qui a fait cette mutation à un moment, et comme ça donnait une protection contre le paludisme, ça a favorisé l'expansion de la mutation. Puisque comme les patients qui avaient cette mutation faisaient moins de paludisme que les autres, à une époque où quand vous aviez du paludisme il y a 2000 ans, vous étiez mort. Hein. Donc ils mouraient moins de paludisme. Et donc comme c'est une maladie qui est génétiquement transmise, parce que pour avoir la drépanocytose, il faut que le gène soit présent chez son père et sa mère, c'est une maladie qu'on dit récessive, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie dominante, il faut que les deux parents soient porteurs de la mutation. Et quand on a la mutation en une seule dose, on n'est pas malade mais on est transmetteur. C'est-à-dire que le père et la mère d'un patient de drépanocytose n'ont pas de drépanocytose. Ils sont transmetteurs de la maladie, mais ils n'ont pas la drépanocytose. Et donc l'explication pour penser que la drépanocytose touche plus les populations afrodépendantes, parce qu'il paraît qu'il ne faut plus dire noir. Maintenant, quand on dit noir, on est taxé de racisme. Donc maintenant, on dit afrodépendant. Eh bien, on pense que c'est une maladie qui touche les afrodépendants parce que peut-être c'était un facteur de résistance au paludisme. Bon, c'est une explication qui n'est pas du 100%, mais qui est assez séduisante quand même. Exactement. Le moustique n'aime pas le globule rouge drépanocytaire parce que le moustique a besoin d'oxygène pour se développer et les globules rouges drépanocytaires, il y a moins d'oxygène, donc le moustique se développe moins. C'était pas du tout le sujet de ce soir. Hein. Bien interné, c'était tout terrain.
Bonsoir. Vous avez qualifié donc ces progrès de exponentiels. Est-ce que vous pensez que les programmes de formation des étudiants en médecine et plus largement la formation continue des médecins arrivent à suivre le rythme de ces progrès? C'est une très bonne question. C'est la gradation de la médecine. C'est-à-dire que la médecine évolue et je pense qu'on ne peut plus tout savoir. Et ma discipline est vraiment la discipline par excellence, puisque en médecine interne, en gros, on est le généraliste de l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital, on a une vision transversale de la médecine que n'ont plus les spécialistes. C'est clair qu'aujourd'hui, quand je regarde le fonctionnement du service dans lequel je suis né, puisque moi j'ai fait toutes mes études à Mont-d'Or, je suis arrivé à Mont-d'Or en 78, on ne fait plus la même médecine. C'est-à-dire que notre médecine, même notre médecine en médecine interne, où avant, maintenant je ne soigne plus tout. Et même dans les maladies auto-immunes, on s'est vraiment spécialisé. Et quand on regarde les maladies auto-immunes, avant, un interniste, il soignait toutes les maladies auto-immunes. Maintenant, si vous avez une cytopénie auto-immune, l'endroit où il faut venir, c'est chez moi à Créteil. Si vous avez une vascularite compliquée, il faut aller chez Benjamin Terrier à Cochin. Si vous avez une sclérodermie qui ne va pas bien, il faut aller chez Yannick Alanor à Cochin. Et voilà. Et après, j'ai dit si vous avez une vascularite qui ne va pas bien, c'est-à-dire que dans mon service, je suis capable de traiter 90% des vascularites. Et quand j'ai une vascularite qui ne va pas bien, je suis dans un réseau, et dans ce réseau, je sais qui appeler. Mais c'est comme ça pour toute la médecine. Un médecin généraliste, il ne va pas connaître les carticelles. Un médecin généraliste, qu'est-ce qu'il doit connaître ? Médecin généraliste, c'est comme un interniste, il doit avoir un bon carnet d'adresses, il doit avoir un réseau. C'est-à-dire que le jour où il sait qu'il a un patient qui a telle maladie, il sait très bien où appeler, il sait très bien où il va avoir une réponse et où il va avoir une prestation médicale qui correspond à ce qu'il attend. Voilà. Donc la question que vous posez, elle est extrêmement pertinente. C'est-à-dire que, on ne peut pas tout savoir. 2, je pense qu'il faut que de plus en plus on travaille en réseau. 3, je pense que les malades sont des partenaires. Les malades sont des partenaires, les associations de malades sont des partenaires, et je pense que le réseau se met en place. Sur les maladies rares, il y a 10 jours, j'étais au congrès de médecine générale français, et j'ai fait un topo avec une collègue sur les centres maladies rares et avec le réseau des centres maladies rares mis en place par le ministère. Il y avait 300 généralistes dans la salle, et on leur a expliqué, la plupart étaient au courant, et il y avait un flashcode, où sur ce flashcode, ils ont toute la liste des maladies rares avec ce qu'on appelle les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. C'est-à-dire, par exemple, sur le PTI, on a rédigé ce qu'on appelle un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Et ça veut dire qu'un médecin généraliste qui est à Auch et qui a un PTI, il peut télécharger le PNDS et il va avoir les informations que le médecin généraliste doit connaître sur le PTI. On ne peut pas tout connaître. Bon, après, sur la formation des étudiants, c'est une autre question sur laquelle on pourrait aussi débattre pendant des heures. Oui. Il vous soigne, j'espère qu'il vous soigne bien. C'est lui qui a pris la tête du service maintenant. Si vous n'êtes pas contente, c'est à lui qu'il faut vous adresser. Voilà. Écoutez, tout ne va pas mal en France.